Rome ne dormait jamais. Ce n'est pas une métaphore sur la portée mondiale de l'Empire, ni sur l'ambition sans sommeil de ses sénateurs. C'est une affirmation littérale sur la ville de Rome la nuit, qui était l'un des environnements urbains les plus bruyants, les plus encombrés, les plus dangereux et les plus biologiquement intenses du monde antique, fonctionnant durant les heures sombres d'une manière dont la population diurne de la ville dépendait tout en préférant ne pas y penser. La Rome du Forum, de la Curie et du cortège triomphal était la Rome du jour. La Rome de la nuit était tout autre chose. Et c'était une réalité à laquelle environ 1 million de personnes, entassées dans les 14 districts administratifs de la ville, ne pouvaient ni se soustraire, ni véritablement échapper. Commencer par le bruit. Car le bruit était le premier fait de la vie nocturne romaine et celui que ses habitants ont documenté le plus constamment. La ville de Rome interdisait la circulation des véhicules à roues dans les rues pendant les heures de jour, une réglementation que Juvénal, le satiriste de la fin du 1er siècle et du début du 2e, décrivait avec la fureur épuisée d'un homme que cela avait trop souvent empêché de dormir. Les charrettes exclues des rues pendant la journée entraient au crépuscule, et la ville que les piétons et les porteurs de litières traversaient de l'après-midi devenait, après la tombée de la nuit, un défilé ininterrompu de chariots de bois à roues cerclés de fer sur des rues pavées de pierre. Le bruit des roues sur les pavés de basalte, les cris des conducteurs, les plaintes des bêtes de trait, le fracas des marchandises, livrées et déchargées, formaient un paysage sonore que des chercheurs modernes, à l'aide de modèles acoustiques du plan des rues de la ville, ont comparé à une autoroute urbaine contemporaine. Les Romains les plus riches faisaient en face à cela en vivant aux étages supérieurs ou dans des maisons en retrait des rues principales, et en étant assez fortunés pour payer une qualité de construction offrant une certaine isolation acoustique. Les pauvres vivaient dans les insulae, ces immeubles d'habitation à plusieurs étages qui logeaient chez la majorité de la population romaine dans des conditions que les règlements de construction tentaient d'encadrer et que les pressions économiques d'une ville à haute densité sapaient constamment. Les insulae des étages inférieurs donnaient directement sur la rue. Leurs occupants dormaient ou tentèrent de dormir dans des pièces où le bruit de la rue entrait sans filtre et que la chaleur estivale de Rome ne rendait supportable qu'en ouvrant les fenêtres, lesquelles laissaient alors entrer encore davantage le vacarme. La lumière était le feu, ce même feu qui éclairait toutes les nuits pré-industrielles sous la forme de lampes à huile et de torches, produites et entretenues aux frais de chacun plutôt que comme un service public. Les riches traversèrent les rues nocturnes avec des esclaves portant des torches. Les pauvres se déplaçaient de sans lumière ou avec la petite lampe coûteuse qu'ils pouvaient se permettre de remplir d'huile d'olive pour les heures où elle était la plus nécessaire. Les rues de Rome, après la tombée de la nuit, n'étaient pas les couloirs baignés d'une lueur ambrée d'une ville électrique. Elles étaient sombres au sens physique du terme, éclairées par endroits par les lampes des devantures et les torches des porteurs de litières de passage, et sombres entre ces îlots de lumière d'une manière qui avait des conséquences pratiques. Les conséquences pratiques, c'était le crime. Rome la nuit était une ville où la police officielle était limitée et où l'activité criminelle était étendue. Et l'obscurité constituait la principale condition favorable aux deux. Les vigiles, la force de patrouille nocturne créée par Auguste, qui combinait prévention des incendies et fonctions policières, comptait environ 7000 hommes pour une ville d'1 million d'habitants, un ratio qui laissait à tout moment d'importantes portions de la ville sans surveillance. La criminalité de rue que décrivent les satiristes, les agressions, les vols, la violence des rues nocturnes, n'était pas une exagération littéraire. C'était la réalité attestée d'une ville où l'obscurité donnait aux criminels le même avantage qu'elle a donné aux criminels dans toutes les autres villes non éclairées de l'histoire. Les thermopolia, ces établissements de nourriture de rue qui vendaient des plats chauds et du vin depuis des comptoirs ouverts directement sur la rue, constituaient l'infrastructure sociale de la vie nocturne romaine et le principal lieu de rassemblement pour la population qui ne pouvait pas se permettre de banquets privés. Ils restaient ouverts dans la nuit, servant les populations qui travaillaient la nuit, les conducteurs de charrettes, les dockers, les esclaves envoyés faire des courses nocturnes, les pauvres libres qui n'avaient pas de cuisine dans leurs insulae ni d'autres solutions. Les données archéologiques provenant de Pompéi, où l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère a conservé avec un détail extraordinaire l'infrastructure de rue d'une ville romaine, montrent des thermopolia à presque chaque pâté de maison. Les résidus des aliments qui y étaient vendus sont encore chimiquement présents dans les récipients qui les contenaient. Le vin était bon marché, abondant et souvent frelaté. L'adultération du vin dans le monde romain est abondamment documentée dans la littérature agricole comme dans la littérature médicale, et les substances ajoutées allaient du simplement désagréable, eau de mer, résine, craie, au véritablement dangereux, notamment l'acétate de plomb utilisé pour adoucir le vin aigre.
introduisant dans le corps romain la neurotoxine que nous avons déjà rencontrée dans les bains par une seconde voie, plus directe encore. L'homme qui mangeait son repas au thermopolium et buvait son vin dans la popina, mélange de taverne et de salle de jeu, consommait un produit dont la composition chimique exacte lui était inconnue et variable d'une manière que son corps n'avait aucun moyen de détecter. Les popinae étaient les tribaux et tavernes que les classes supérieures romaines prétendaient mépriser et que la population romaine de toute classe fréquentait régulièrement. C'étaient des lieux de jeux de dés, de consommation d'alcool provoqués par ces jeux, de disputes provoquées par l'alcool et le jeu, et de violences engendrées par ces disputes dans les espaces confinés d'un établissement nocturne rempli d'hommes qui buvaient depuis le coucher du soleil. Le statut légal du jeu à Rome était techniquement prohibé mais pratiquement peu appliqué, si bien que l'interdiction ressemblait davantage à un coup éventuel de poursuite qu'à un véritable frein. Les popinae, qui se regroupaient autour du cirque, de l'amphithéâtre et des grands carrefours de la ville, fonctionnaient assez ouvertement pour avoir des adresses mentionnées dans les sources antiques. L'économie sexuelle de la ville nocturne était organisée selon des lignes que le système romain réglementait tout en les tolérant. Les bordels étaient enregistrés, les femmes qui y travaillaient étaient juridiquement classées d'une manière qui les excluait des protections de la féminité romaine respectable, et leur activité était traitée comme une affaire administrative plutôt que morale par une culture officielle simultanément puritaine dans son langage public, sur la vertu et pragmatique dans la gestion des institutions qui offraient des alternatives à celles-ci. Les prostituées de rue qui opéraient sous les arches du cirque et dans les embrasures des rues plus calmes de la ville occupaient une catégorie de la vie sociale romaine que les sources officielles reconnaissent dans leurs textes juridiques et se refusent à décrire dans leurs textes littéraires. Les vigiles faisaient plus que maintenir l'ordre. Leur fonction première était la prévention des incendies. Et l'incendie dans la ville de Rome était la menace catastrophique qui définissait le rapport de la ville à la nuit. Les insulae qui logeaient la population de Rome étaient construites en bois et en briques, chauffées au moyen de braseros à charbon, éclairées par des lampes à huile et entassées le long de rues étroites, qui donnaient au feu la proximité nécessaire pour passer d'un bâtiment à l'autre à une vitesse que les chaînes d'eau des vigiles ne pouvaient pas toujours égaler. Les grands incendies de Rome, l'incendie sous Néron en 64, celui de 80 sous le règne de Titus, celui de 192 sous Commode, n'étaient pas des événements exceptionnels dans une ville à l'épreuve du feu. Ils étaient les manifestations les plus extrêmes d'un risque d'incendie chronique, constant, que la meilleure technologie disponible cherchait à gérer plutôt qu'à éliminer. Les corps dans les rues du matin constituaient le bilan comptable de la violence, de la maladie et des accidents de la nuit. Et ils apparaissaient avec une régularité à laquelle la ville romaine avait développé une réponse bureaucratique. L'enlèvement des morts des espaces publics relevait de la responsabilité d'esclaves publics dont la fonction est décrite dans les textes juridiques avec la précision administrative que Rome appliquait aux nécessités désagréables. Les causes de la mort allèrent de l'évident à l'ambigu, la victime poignardée, l'homme tombé d'une insula partiellement effondrée, l'esclave mort sous les coups que son maître avait légalement le droit d'administrer, la femme dont la cause de décès n'était tout simplement pas consignée dans le registre du matin. La Rome de la nuit était la Rome qui rendait possible la Rome du jour. Les charrettes qui empêchaient la population de dormir livraient la nourriture qui nourrissait la ville. Les thermopolia, qui fonctionnaient durant les heures sombres, étaient les cuisines d'une population qui n'en avait pas d'autres. Les vigiles dont Juvénal se plaignait étaient la force qui se dressait entre une ville de bâtiments en bois et le feu qui la consumait périodiquement malgré tout. La vie nocturne de la Rome antique n'était pas une alternative romantique à sa grandeur diurne. Elle était le substrat biologique et économique sur lequel reposait cette grandeur, bruyant, sombre, violent, chargé d'odeurs et essentiel de cette manière bien précise dont toute infrastructure est essentielle, invisible jusqu'au moment où elle échoue.